Et si vous pouviez lire dans les intentions des patrons d'entreprise? Investir là où même eux investissent leur propre argent. C'est exactement ce que fait l'investisseur du jour. Depuis 2021, il construit un portefeuille entièrement logé dans un PEA, mais avec des méthodes que peu d'investisseurs individuels osent appliquer. Il ne mise que sur des entreprises contrôlées par leurs fondateurs, dirigeants ou familles historiques. Pas de méga cap américaine, pas de fonds à gestion passive. Julien a une sélection méticuleuse de ces sociétés, où le PDG détient plus de 5% du capital, où les décisions stratégiques sont prises par ceux qui ont leur peau dans le jeu, où la gouvernance n'est pas diluée, mais concentrée. Et tout cela, ce n'est pas un hasard, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Sébastien Valton, conseiller en investissement financier et chef des opérations du logiciel Value Investing Screener, dit VIS pour les intimes. Et aujourd'hui, on va donc analyser en profondeur le portefeuille de Julien B. Julien, qui est un utilisateur du logiciel VIS, c'est, on va le voir, un ingénieur, un jeune ambitieux, et il a une optique 100% long terme. Pas de dividendes immédiats, pas de tactique défensive, juste une vision, bâtir un patrimoine solide en pariant sur ceux qui ont intérêt à réussir. Mais alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ce genre de stratégie gouvernance entrepreneuriale est plus performante que le marché ou que la moyenne? Et surtout, la grande question, son portefeuille est-il vraiment bien équilibré ou cache-t-il des fragilités invisibles? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va analyser ses choix ligne par ligne, voir ce qui fonctionne, ce qui doit être ajusté et comprendre comment ce type de portefeuille peut devenir un véritable levier de croissance patrimoniale, à condition évidemment d'en maîtriser les risques. Petit disclaimer avant de poursuivre cette vidéo, je rappelle que ce n'est pas un conseil personnalisé en investissement, que c'est simplement une étude de cas, que investir comporte des risques et que ce n'est pas évidemment une analyse rémunérée et surtout une analyse qui s'inscrit hors cadre de l'autorité des marchés financiers, dit AMF. Ce contenu est à vocation purement pédagogique et bien évidemment, investir comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Est-ce que vous êtes prêt alors à plonger dans un portefeuille aussi atypique que révélateur? C'est parti. Maintenant que tout ça est posé, avant de parler de performance ou bien de stratégie, il faut commencer, vous le savez, par l'essentiel. Commencez à le comprendre sur cette chaîne. Il faut bien cibler qui est l'investisseur du jour. Parce que, on le sait, un bon portefeuille ne se construit pas dans l'absolu. Il se construit autour de quelqu'un, de ses objectifs, de son horizon de placement et surtout de sa tolérance au risque. C'est un peu, si vous voulez, comme concevoir un plan d'entraînement. D'accorderie, on ne fait pas courir un marathon à un débutant qui déteste la course. Mais on peut très bien l'amener très loin s'il a l'énergie, la vision et la discipline. Qu'est-ce qu'on voit avec l'investisseur du jour? Si on se base déjà sur les informations générales, donc c'est Julien qui est ingénieur, qui a entre 25 et 34 ans, d'accord? Et on peut le voir, il est célibataire, il a un profil plutôt dynamique avec un portefeuille de 5 000 € et un horizon de long terme, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans. Et son objectif est donc ici clair, c'est faire croître son capital dans la durée. Pas de revenus passifs immédiats, pas de stratégie défensive. Et c'est là où on va creuser, eh bien finalement, le profil investisseur du jour. Parce que quand on parle de pas de revenus passifs immédiats, pas de stratégie défensive, on est plus dans un profil où il est en fait dans la phase de construction, celle où chaque euro investi peut peser lourd dans 20 ans, même si évidemment on ne s'en rend pas compte à très court terme. On le voit ici d'ailleurs sur ce graphique et sur le questionnaire qu'il a rempli, il a une tolérance au risque qui est élevée. C'est-à-dire que Julien est prêt à supporter bien, une grande volatilité, une grosse volatilité. Mais vous allez me demander, bon, peut-être si vous n'avez pas suivi d'autres vidéos, Sébastien, qu'est-ce que veut dire le terme volatilité? Eh bien, la volatilité, c'est tout simplement la variabilité du portefeuille dans le temps. Je m'explique. En clair, eh bien, plus votre portefeuille peut monter rapidement, peut monter vite, plus, vous m'accorderez, il peut aussi descendre très vite. Un actif qu'on dit très volatile peut alors faire plus 30% une année, puis moins 25, moins 45% l'année suivante. Et ce genre de secousses, eh bien, tout le monde ne les supporte pas, surtout quand on a un gros montant investi. Mais Julien, lui, au contraire, est à l'aise avec ça, tant qu'il sait pourquoi il investit. Il recherche alors, et on peut le voir, un fort potentiel de rendement,
même si cela implique des montagnes russes à court terme. Sa stratégie, on voit que donc il fait du stock picking et quand on va un peu plus dans le détail de son portefeuille, on le voit ici qu'il fait du value, principalement les small cap value. Le small cap value, c'est une stratégie qui est adaptée pour son objectif. Donc déjà, on peut voir que le profil de Julien est très cohérent. Parce que quand on parle de faire croître son capital à long terme, il y a une stratégie, et donc c'est celle-ci qui ressort statistiquement du lot, c'est, je vous rappelle, le small cap value. Les études académiques d'ailleurs sont claires depuis des décennies. Les actions de petites entreprises qui sont dites sous-valorisées, donc les small cap value, ont historiquement surperformé les grandes capitalisations et même le marché global. On a par exemple l'étude de Fama Frank, donc prix Nobel, je le rappelle, d'économie, qui fait ressortir que le facteur value et le facteur size, donc capitalisation, ces deux facteurs combinés ont généré une prime de performance annuelle significative sur plus de 50 ans d'histoire de marché. Plus récemment encore, il y a des données de l'Université de Chicago où vous pouvez aller faire des recherches, ou celles compilées également par le Dimensional Fund Advisor, qui montrent en fait qu'un portefeuille bien construit sur ce segment a surperformé le S&P 500 dans la durée, avec un rendement excédentaire d'ailleurs en moyenne de 2 à 4% par an. Alors oui, c'est plus instable à court terme, il y a plus de volatilité, mais pour un profil jeune, prêt à tenir la barre et qui a un objectif pendant 15 ou 20 ans, c'est un levier de richesse particulièrement puissant et je le souligne ici. En résumé, on a donc Julien qui a un profil un peu plus constructeur. Si on regarde les autres points du portefeuille, est-ce qu'il a des titres en doute? Oui, il y en a deux qu'on va d'ailleurs regarder. On va se focus sur l'un des deux, c'est Zignago Vetro et BNC Speakers. Donc, il veut qu'on se base sur l'aspect value de son portefeuille, c'est-à-dire est-ce que donc la valorisation globale, est-ce que ça suit un peu sa stratégie? Son titre absolument qu'il veut conserver est Michelin. On nous mettra peut-être un avis assez rapide sur ce titre. Ses points forts, une diversification sectorielle, nous allons le voir, et l'enveloppe pour laquelle il investit, c'est le PEA dont on parlera juste après, qui peut être évidemment une enveloppe très intéressante, surtout pour les plus jeunes. Donc, si on doit résumer tout ça, on a quoi? On a Julien qui n'a pas encore un énorme capital, même si c'est quand même un très bon apport pour ce jeune âge. Mais il faut savoir qu'il a le temps, l'énergie et surtout la très bonne mentalité. Et c'est souvent bien plus précieux qu'un portefeuille qui est déjà rempli. Parce qu'avec une stratégie qui est cohérente, de la patience et les bons outils, 5 000 euros aujourd'hui peuvent devenir 50 000 euros ou bien même 100 000 euros demain. À condition de bien évidemment bien choisir ses fondations. Et c'est ce qu'on va analyser ensemble dans les prochaines parties. Alors, on se retrouve maintenant sur le portefeuille de Julien que je vous ai extracté donc sur ce document Excel. Vous voyez un portefeuille qui est plutôt bien concentré. Et vous le voyez, donc, il y a tous ces titres qui sont ici, donc tous éligibles PEA. Et qu'est-ce qu'on remarque? Quand on analyse et quand on va plus loin, et je vous invite à le faire, les premières lignes de son portefeuille, on voit un style d'investissement bien particulier qui commence à se dessiner. Julien, on peut le dire, a manifestement, et comme je vous l'ai dit en introduction, un biais assumé vers des actions fortement détenues par leurs propres dirigeants ou initiés, c'est-à-dire par les fondateurs, les PDG, les membres du comité exécutif ou du conseil d'administration. C'est ce qu'on appelle parfois un portefeuille à forte gouvernance entrepreneuriale. Mais vous allez me demander, Sébastien, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ce sont des sociétés dans lesquelles les dirigeants possèdent une part significative du capital, parfois 5, 10%, voire bien plus. Autrement dit, je l'ai dit, ils ont leur peau dans le jeu. Skin in the game, comme dirait Nassim Taleb, l'investisseur assez connu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne gèrent pas l'entreprise avec l'argent des autres. Ils la gèrent avec le leur. Et ça, en finance comportementale, c'est souvent vu comme un signal très positif. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, un alignement des intérêts. C'est-à-dire quand un dirigeant possède une grande part de l'entreprise, il a intérêt finalement à ce qu'elle performe. Il sera généralement plus prudent dans ses décisions stratégiques et plus focalisé sur la rentabilité à long terme que sur des résultats à court terme, ce qui est positif, surtout quand on veut investir dans une entreprise à long terme. Deuxièmement, encore une fois, cette vision long terme est renforcée. Ce sont souvent des entreprises gérées comme des entreprises familiales où la priorité est la pérennité, la croissance maîtrisée et la rentabilité. Pas forcément un simple buzz boursier. Troisièmement, c'est la résilience dans les crises. Plusieurs études académiques, notamment celles publiées dans le Journal of Financial Economics,
montrent que les sociétés à fort capital détenues par leurs fondateurs ou leurs dirigeants résistent mieux aux crises économiques parce qu'elles ont souvent un endettement plus faible et des pratiques de gestion beaucoup plus prudentes. Quatrième point, c'est une surperformance potentielle. Une étude d'ailleurs de Credit Suisse, nommée Family Owned Businesses Outperforming Their Peers, a montré que finalement les entreprises familiales cotées ont surperformé le marché mondial sur les 10 dernières années avec des marges plus élevées et une croissance des bénéfices beaucoup plus régulière. Mais attention, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients qui sont à surveiller dans ce style-là. Déjà, un manque de liquidité ou de gouvernance externe. Si les insiders possèdent une trop grande part du capital, les minoritaires peuvent avoir peu de poids dans les décisions. Cela peut conduire à des dérives si la direction devient trop autocratique, si je puis dire. Deuxièmement, c'est le manque de transparence ou de renouvellement stratégique. Je m'explique. Certaines entreprises détenues majoritairement par leurs dirigeants peuvent être bien peu enclines plutôt à changer de stratégie, même quand la conjoncture l'exige. Troisièmement, il y a aussi une faible couverture par des analystes, parce que ce type de société est parfois moins couvert puisque moins médiatique. Cela peut jouer en faveur d'un investisseur contrariant, mais aussi le priver d'un signal d'alerte en cas de retournement de marché. Ça a d'ailleurs été le cas dans mes jeunes années investisseurs, quand je commençais tout juste. J'avais investi dans une petite entreprise familiale sur mon compte titre. Et évidemment, vu que j'avais une approche long terme, je ne regardais pas tous les mois les titres. Et pour la petite anecdote, cette entreprise a fait un rachat et surtout n'a pu plus être cotée en fait sur le broker. En fait, j'ai perdu absolument tout mon capital. J'ai des titres mais que je ne peux pas récupérer à l'heure actuelle. Ça a été un bon indicateur pour la suite. On va donc essayer de voir et d'analyser toutes ces sociétés, surtout le portefeuille dans son ensemble. Et je vous le rappelle que pour cette analyse, j'ai utilisé deux logiciels qui sont Vis et Backtest Vision. Vis, c'est l'outil que j'utilise évidemment tous les jours pour scanner des portefeuilles réels, identifier les failles invisibles et aider les investisseurs à corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Il me permet de filtrer le marché et de dévoiler des milliers d'opportunités d'investissement en quelques secondes, mais aussi d'analyser toutes les actions cotées au monde en quelques clics de manière bien simple et bien expliquée. On essaye d'ailleurs de rendre ce logiciel accessible à tous avec des masterclass qui sont intégrés pour vous expliquer, pour le prendre en main très facilement. Et si vous êtes intéressé, j'ai glissé un code promotionnel exclusif en description. Il s'appelle Sébastien, libre à vous d'aller l'utiliser. Maintenant que c'est dit, on va s'intéresser donc aux plusieurs points de son portefeuille, à commencer évidemment bien par son allocation. Son allocation, puisque au-delà de la performance, il y a quelque chose qui m'a marqué et vous l'avez juste ici. En regardant la répartition de ces lignes, il y a une tendance qui se dégage. Une tendance seule, c'est que le portefeuille de Julien est exposé à la zone euro entièrement, avec une présence marquée quand on s'appuie un peu plus, quand on regarde dans les détails, sur des actions françaises, allemandes, italiennes ou encore polonaises. Ce biais s'explique en partie par le cadre fiscal du PEA qui favorise l'investissement dans les entreprises européennes. Pour rappel, et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce terme, le PEA, c'est le plan d'épargne en action qui permet une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans, mais uniquement si les titres sont éligibles, c'est-à-dire si la société a son siège social dans l'espace économique européen. Quel est le résultat derrière? Beaucoup d'investisseurs français construisent leur portefeuille avec une surpondération en actions européennes, notamment dans les actions du luxe, on le voit beaucoup, tous nous en tant que Français, parfois même sans s'en rendre compte. Et même si cet avantage fiscal, je vous l'accorde, est précieux, il peut aussi conduire à une concentration géographique qui est excessive, avec plusieurs limites à long terme. Les limites d'un portefeuille trop européen, ils sont diverses. D'abord, une trop grande dépendance à une seule zone géographique qui va exposer l'investisseur au cycle économique et politique de cette région uniquement. En cas de récession prolongée en Europe, de crise monétaire ou de réforme fiscale défavorable, l'ensemble du portefeuille peut en pâtir, même si des entreprises, elles, sont de qualité. Deuxièmement, les marchés européens ont historiquement affiché une performance inférieure à ceux d'autres régions, notamment les États-Unis. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer dans les prochaines années, mais il faut l'avoir en tête. Selon une étude du MSCI, entre 2000 et 2022, le MSCI Europe a affiché un rendement annualisé de 4,4% contre plus de 7% pour le MSCI World et plus de 9% pour le S&P 500. Enfin, le troisième inconvénient, c'est que de nombreux secteurs porteurs, donc en particulier la technologie, la santé innovante ou les plateformes numériques, sont sous-représentés en Europe.
Se limiter à cette zone peut donc freiner la capacité du portefeuille à capter la croissance qui est mondiale. Mais alors, comment, Sébastien, vous allez me demander, on peut se diversifier géographiquement avec un PEA? Eh bien, il existe des solutions efficaces pour bénéficier justement de cette diversification internationale tout en restant dans le cadre fiscal du PEA pour ceux qui veulent. D'abord, eh bien, les ETF éligibles. Donc ces ETF, ils répliquent des indices étrangers, mais sont domiciliés en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Julien pourra aller plus loin en utilisant certains des véhicules, donc de ces véhicules comme les ETF, pour équilibrer son exposition entre zones matures, Europe, États-Unis, et zones dynamiques, Asie ou pays émergents. Ce serait une manière finalement de renforcer la robustesse de son portefeuille sans renoncer à l'optimisation fiscale qu'offre le PEA. Ensuite, deuxièmement, Maintenant, on va s'intéresser à son allocation sectorielle, qui est aussi très intéressante. On le voit ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Dans son profil investisseur, je vous le rappelle, Julien nous indiquait que l'un de ses points forts, selon lui, était la diversification sectorielle de son portefeuille. Et effectivement, à première vue, on observe plusieurs secteurs représentés. Mais en y regardant de plus près, il y a quelques déséquilibres qui apparaissent clairement. C'est en fait une diversification qui pour moi est incomplète et une forte concentration. Puisque sur ce graphique ci-dessus, d'ailleurs extrait par Backtest Vision, il y a 4 grands secteurs qui sont présents. Le consumer cyclical que vous avez en jaune, donc ici, qui est très largement surpondéré. Donc consumer cyclical, c'est consommation discrétionnaire. Il y a le basic materials, donc qui est en vert turquoise, qui donc montre une exposition significative. Et ensuite, on a la technologie et les utilities. Et en fait, quand on regarde tout ça, il faut d'abord se rendre compte qu'il y a plusieurs piliers économiques. Et si vous regardez les autres vidéos et les autres analyses de portefeuille de cette chaîne, qui sont totalement absents et qu'on a déjà évoqués. D'abord, la santé, c'est-à-dire la pharma, la biotech, les équipements médicaux. La finance, l'industrie lourde et l'aéronautique. L'immobilier coté, à travers les REITs par exemple. L'énergie fossile ou renouvelable, hors service aux collectivités, j'entends. Et enfin, le secteur défensif, donc les grandes consommations et les télécoms. Ce n'est pas forcément, attention, problématique à court terme, surtout si les choix sont délibérés, mais cela crée une exposition très orientée vers la consommation discrétionnaire. C'est un secteur historiquement plus cyclique et plus sensible aux variations de la conjoncture. Ce secteur va regrouper les biens et services dont la demande est fortement liée à la santé économique d'un pays. Cela inclut notamment l'automobile, le textile, le tourisme, les biens durables, meubles électroménagers ou encore le luxe. En période de croissance économique, ces entreprises peuvent exploser à la hausse, mais en période de récession, elles sont souvent les premières à voir leurs revenus chuter, puisque les consommateurs coupent ces dépenses, puisqu'elles sont jugées comme non essentielles, comme ça a été le cas par exemple pendant la crise du Covid-19. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Julien s'expose à une volatilité potentiellement plus élevée que la moyenne, surtout si une récession mondiale venait à s'installer ou si les taux d'intérêt restaient durablement élevés, ce qui pèse sur la consommation. Mais alors, comment mieux équilibrer son portefeuille, surtout au niveau des secteurs? Julien pourrait renforcer son allocation dans des secteurs plus défensifs, qui ont historiquement un comportement plus stable. La santé, par exemple, qui est en fait, si on veut, un secteur structurellement porteur, lié au vieillissement de la population et à l'innovation médicale. Il y a également la consommation de base. Des géants comme Nestlé, Unilever, Danone, Procter Gamble, eux, ces entreprises, vont offrir des revenus récurrents et peu sensibles au cycle économique. Il peut également aller vers les services publics, les utilities, ou les infrastructures souvent régulées, avec des cash flows qui sont, eux, très stables. L'immobilier coté également, à travers les REITs, qui permet d'ajouter une classe d'actifs différente, tout en générant des revenus passifs. Il pourrait également mieux répartir sa pondération entre secteurs cycliques et défensifs pour limiter finalement la volatilité globale du portefeuille tout en conservant une partie exposée à la croissance économique. Je peux finir d'ailleurs sur l'ajout de certains ETF sectoriels qui permettraient de compléter intelligemment les angles morts du portefeuille tout en limitant le nombre de lignes individuelles qui est à suivre. Maintenant, on va passer ensemble donc à la performance de son portefeuille depuis 2021. Et avant toute chose, j'aimerais préciser un point important. Cette période de référence n'a pas été choisie au hasard. C'est en fait en 2021 que Julien a commencé à constituer activement son portefeuille. En fait, il s'agit ici d'une analyse à visée pédagogique qui permet de prendre un instantané de son évolution, mais en aucun cas de tirer des conclusions définitives sur la qualité de son approche d'investissement. Attention.
Donc maintenant que c'est dit, passons à la performance que j'ai extraite dans ce document Excel et que vous retrouvez ici dans le tableau juste en bas. Alors, si je peux résumer tout ça, c'est une performance encore en rodage. Depuis 2021, son portefeuille est passé de 10 000 $ à 12 395 $, soit une croissance annuelle composée, donc CAGR que vous avez sur le document, de 4,9%. C'est une progression, je vous l'accorde, modeste, surtout quand on la compare au S&P 500, qui affiche sur la même période un CAGR, donc une croissance annuelle composée, de 13,4% par an. Ce différentiel s'explique en grande partie par une surconcentration géographique en Europe, comme on l'a vu juste avant, alors que les performances des marchés actions ont été nettement tirées par les États-Unis, notamment les grandes valeurs technologiques. On le sait, les valorisations sur ce marché sont très élevées. Cela illustre à quel point une diversification géographique peut jouer un rôle déterminant, comme on l'a vu un peu plus tôt d'ailleurs dans l'analyse. Sur ce portefeuille, d'ailleurs, ce qui est frappant, ce sont les grands écarts de performance d'une année sur l'autre. Sa meilleure année, on le voit, est de plus 88,4%, ce qui est tout simplement exceptionnel. Mais il faut aussi se méfier de l'effet de quelques titres très volatiles. Sa pire année, on le voit, est de moins 24,6%, soit une perte bien plus marquée que celle du S&P 500, qui est de moins 18,6%. Mais le chiffre le plus révélateur, c'est sans doute, pour moi, sans contexte, le max drawdown, donc la chute maximum, qui est de moins 50,2%. Pour rappel, le max drawdown, c'est tout simplement la plus grosse chute enregistrée entre un haut et un plus bas sur la période d'analyse. Autrement dit, la perte maximale qu'un investisseur aurait subie s'il avait acheté au plus haut et vendu au plus bas sans jamais rien récupérer. C'est un indicateur essentiel puisqu'il mesure non seulement la volatilité, mais aussi la résilience psychologique qu'il faut avoir pour rester investi. Et moins 50%, vous me l'accorderez, ce n'est pas rien. Cela veut dire qu'il faut que le portefeuille regagne 100% juste pour revenir à son point de départ. Ce que cela nous dit sur le profil de l'investisseur, c'est que ce niveau de volatilité n'est pas incohérent avec le profil de Julien, on l'a vu. Il est jeune, prêt à prendre des risques, avec un horizon qui est long terme. Ce genre de chute peut donc être acceptable à condition évidemment qu'elle soit temporaire et que le portefeuille ait la capacité de rebondir. Mais ça demande aussi une forte discipline mentale. Peu d'investisseurs peuvent supporter une perte de moitié de leur capital sans céder à la panique ou alors à vendre. C'est là en fait qu'on voit l'importance de la stratégie, des convictions et de la capacité à encaisser les tempêtes. En résumé, le portefeuille n'est pas encore optimal aujourd'hui en termes de couple rendement-risque, mais il est cohérent avec un investisseur jeune qui cherche encore sa voie, et c'est justement dans cette phase d'expérimentation que se forgent les bons réflexes. On se retrouve maintenant pour étudier les scores, les différents scores du portefeuille. Et Julien nous l'avait précisé dès le départ, l'un de ses objectifs est de mieux comprendre si son portefeuille est bien valorisé. Autrement dit, s'il est composé d'entreprises qui ne sont pas surpayées par rapport à leurs fondamentaux. Et c'est ce qu'on va voir ici. Et là, on le voit, le score de valorisation ressort à 2,76 sur 5. C'est un niveau moyen qui nous en dit long sur son portefeuille. Ce dernier, il est composé de titres globalement bien valorisés, mais sans véritable orientation très value. C'est-à-dire qu'il ne contient pas particulièrement d'actions ou alors elles ne sont pas surpondérées dans son portefeuille, sous-évaluées ni de décote manifeste par rapport aux bénéfices ou aux actifs des entreprises. Autrement dit, le portefeuille n'est pas surévalué, ce qui est déjà une bonne chose, mais il pourrait sans doute être optimisé en intégrant davantage de critères d'investissement value, c'est-à-dire des entreprises qui vont respecter plusieurs choses, dont les multiples de valorisation par exemple sont faibles, PER, donc le ratio entreprise value sur EBITDA ou price to book, qui génèrent également des flux de trésorerie positifs et croissants, et dont le prix de l'action semble inférieur à la valeur intrinsèque estimée de l'entreprise. Et pourquoi alors intégrer un prisme value dans son portefeuille? Parce que, je vous le rappelle, de nombreuses études académiques ont montré que les stratégies value, c'est-à-dire l'investissement dans les entreprises décotées par rapport à leurs fondamentaux, ont historiquement surperformé le marché sur le long terme. On peut d'ailleurs citer les travaux d'ailleurs qu'on a évoqués sur BFM Business il y a quelques semaines, d'Eugène Fama et de Kenneth Frank, qui ont mis en évidence le facteur value comme l'un des principaux moteurs de performance boursière à long terme, comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo. Dans le contexte actuel, où beaucoup de valeurs de croissance se payent à des niveaux stratosphériques, notamment dans les secteurs technologiques, avoir une poche value dans un portefeuille permet de lisser la volatilité,
d'acheter avec une marge de sécurité et ainsi d'éviter certains excès de marché. Donc, quelles pistes d'amélioration concrètes on pourrait évoquer? Pour Julien, cela peut passer par une recherche plus active de sociétés solides mais sous-valorisées, donc on en ajoute un peu plus, par exemple dans des secteurs délaissés ou cycliques, ou parmi les small et mid-cap peu couvertes par les analystes. Ce qui est intéressant, c'est que cette recherche d'un meilleur score de valorisation ne nécessite pas forcément de prendre plus de risques. Au contraire, en payant moins cher une entreprise bien gérée et rentable, on améliore son couple rendement-risque à long terme. Et comme son portefeuille est encore en construction, il y a une belle opportunité d'aller chercher ces titres qui, sans être à la mode, constituent souvent de vrais moteurs de performance future. Maintenant qu'on a étudié la cohérence et surtout le titre Michelin, on va se passer la dernière partie de cette vidéo, s'attarder sur les titres warning et les doutes. Et parmi ces titres, ceux qui suscitent des doutes dans le portefeuille, Zignago Vetro apparaît comme un candidat naturel à la vigilance. Sur le papier, on est d'accord, l'entreprise italienne peut séduire. Elle est active, je le rappelle, depuis 1950. Elle conçoit et commercialise des contenants en verre pour des secteurs variés, comme les cosmétiques, l'agroalimentaire ou encore les vins et spiritueux, des secteurs cordérés qui sont très porteurs. Elle est également impliquée dans le recyclage du verre et la production de moules, ce qui lui donne un véritable positionnement transversal dans toute la chaîne de valeur et c'est très positif à long terme. Mais quand on regarde un peu plus sous le capot, les chiffres soulèvent plusieurs signaux d'alerte. Et petit disclaimer, je le dis, ce sont les chiffres au moment où je tourne la vidéo qui peuvent avoir changé puisque généralement c'est calculé sur les 12 derniers mois. Tout d'abord, moi j'ai analysé une structure financière qui est plutôt fragile, avec un premier point d'inquiétude qui est sa dette. Son ratio, donc dette sur fonds propres ou DTE, je l'avais identifié à 68,7% au moment de l'analyse. Ce qui signifie que pour chaque euro de capital détenu par les actionnaires, l'entreprise a presque 0,69 euros de dette. Ce n'est pas insoutenable en soi, d'accorderai, mais cela montre une certaine dépendance à l'endettement. Il faut donc voir si la capacité de l'entreprise à baisser ceci et si ce n'est pas fait au moment où cette vidéo sort. Autre indicateur inquiétant, c'était le DTI, ou Debt to Income, qui ressortait à 4,88. Et cela signifie que la dette représente près de 5 fois les bénéfices générés, ce qui commence, l'accorderai, à devenir préoccupant, notamment si les résultats venaient à baisser. Enfin, le dernier point d'alerte était le ratio, la couverture des intérêts, donc Interest Coverage Ratio, qui mesure, vous savez, la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de sa dette, et ce dernier était de 4,24. C'est encore correct, mais loin d'être confortable. Surtout si les taux d'intérêt remontent ou si les marges se contractent, la situation pourrait rapidement devenir très tendue. Autre point de vigilance, ce sont les dividendes. Alors certes, ils sont très élevés, vous le voyez ici à 7,98%, mais le payout ratio atteint un niveau alarmant, 161%. En clair, l'entreprise verse plus de dividendes qu'elle ne génère de bénéfices. Et cette situation n'est pas soutenable à long terme. Une telle politique peut être perçue comme une tentative de rassurer les actionnaires ou alors de maintenir artificiellement l'attractivité de l'action. Mais elle se fait forcément au détriment de la solidité financière future. Un autre signal qui doit être préoccupant, c'est les bénéfices non répartis qui ne sont pas seulement en baisse, mais ils sont négatifs et ils ne sont pas en croissance depuis 5 ans. Ça signifie que l'entreprise ne conserve aucun matelas pour financer son développement futur, ni pour faire face aux imprévus. En cas de coup dur, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre. Et on le voit ici dans la partie croissance, vous le voyez, les résultats nets sont en baisse de moins 0,04%. Pas encore dans le négatif, mais en baisse, ce qui peut être très inquiétant pour l'avenir. Enfin, le troisième point inquiétant, c'est sa valorisation et qui pour moi, elle est clairement sous pression. Le PER, il ressort ici à 17,99, bien plus élevé que celui de l'industrie qui est à 14,9. Le PCF, ou Price to Free Cash Flow, qui est aussi légèrement, lui, un peu plus en dessous du secteur, ce qui peut être rassurant, mais le Price to Sell bien plus élevé que l'industrie. Pour moi, le vrai problème dans tout ça, au-delà de ces ratios qui sont légèrement supérieurs, puisque ce n'est pas inquiétant dans le cas d'autres entreprises, c'est le PEG. Ici, on le voit, on l'a affiché ici, que le PEG est clairement négatif quand celui de l'industrie est à 0,9 seulement. Et il est négatif, ce qui signifie que la croissance attendue des bénéfices est elle-même négative, parce que je le rappelle, le PEG est une amélioration du PER, puisque c'est un PER qui est en rapport avec le taux de croissance des bénéfices futurs anticipés de l'entreprise. Autrement dit, le titre est cher. Pour une entreprise qui ne croit pas,
voire recule, eh bien, ce n'est jamais vraiment un bon signal. Il y a également aussi des investissements qui sont sous tension. Et on peut le voir ici dans la partie des profitabilités. Le rapport entre les investissements, donc les CAPEX et les résultats nets, est particulièrement élevé ces dernières années. Et on le voit sur ce graphique, puisque ça représente la courbe bleue. Cela pourrait traduire deux choses. Soit l'entreprise investit massivement pour innover et se relancer, par exemple, comme on l'a vu avec Michelin, ce qui serait plutôt rassurant. Soit elle lutte pour survivre et maintenir ses capacités de production, ce qui serait beaucoup plus inquiétant. Vu les autres signaux, on penche malheureusement davantage vers la seconde hypothèse. Enfin, le dernier point pour moi alarmant, c'est la rentabilité. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle semble être en déclin. Les marges s'érodent et vous le voyez ici. La rentabilité opérationnelle est en baisse et les rapports annuels laissent entendre, quand on va creuser un peu, que la hausse des coûts, donc que ce soit énergie, matières premières et logistique, eh bien, commence à poser lourdement. À cela s'ajoute une pression concurrentielle de plus en plus forte, notamment en provenance de l'Asie ou de plateformes beaucoup plus low cost. Donc, si on doit résumer tout ça, Zignago Vetro n'est pas forcément un titre à vendre dans l'urgence, mais c'est clairement une entreprise sous pression qu'il faut surveiller. Sa politique de dividende est beaucoup trop agressive pour le moment, à voir si ça se régule dans le temps. Sa rentabilité s'effrite, sa valorisation semble un peu déconnectée de ses perspectives réelles, et sa dépendance à l'endettement limite sa flexibilité stratégique. Dans un portefeuille qui, lui, est orienté long terme, axé sur la robustesse financière et la création de valeur durable, c'est un titre à surveiller de près, voire à arbitrer si de meilleures opportunités se présentent. On arrive donc en fin de vidéo et ce qu'on peut retenir, c'est que Julien a mis en place une stratégie singulière, fondée sur la confiance dans les dirigeants, actionnaires, logés dans un PEA et tournée vers le long terme. Cette démarche, elle est cohérente avec son profil jeune et dynamique et lui permet de bâtir des bases solides avec des convictions fortes et un portefeuille qui est bien construit. Mais plusieurs éléments ressortent de notre analyse qu'on pourrait en tirer. Mais attention, ça n'engage encore une fois que moi. Une forte exposition à l'Europe, on l'a vu, ce qui freine la performance par rapport au marché mondial. Deuxièmement, une concentration sectorielle marquée, notamment sur la consommation discrétionnaire, alors qu'il nous disait que justement son point fort était la diversification sectorielle. Il y a aussi une volatilité importante, cohérente avec son profil, mais à surveiller ou à réguler dans le temps, et un potentiel d'optimisation sur la valorisation avec des pistes d'ajustement vers des titres, si je puis dire, un peu plus value. Et enfin, quelques lignes qu'on a vues à fort potentiel, comme Michelin, mais aussi des titres en zone de risque à analyser régulièrement. On l'a vu d'ailleurs dans son portefeuille, Julien possède également l'action Katana, qui est une très belle action, et j'en ai fait une analyse d'ailleurs, c'est l'une des premières vidéos de cette chaîne que je vous invite à aller voir juste après. Au final, donc, ce qu'on peut dire, c'est que le portefeuille de Julien est en construction et c'est normal, il est jeune. Ce n'est pas sa performance actuelle qui compte le plus, mais sa capacité à apprendre, à ajuster et surtout à bâtir une stratégie robuste pour les 10, 20 ou 30 prochaines années. Et de ce point de vue, il est clairement sur la bonne voie. J'espère en tout cas que cette analyse de portefeuille vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le portefeuille de Julien en commentaire. Pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo à d'autres investisseurs, ça nous aiderait grandement. C'était Sébastien Valton sur la chaîne Vice et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.